Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leur relation avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, épisode 126, nouvel épisode dans lequel on va parler de la difficulté de la vie. Voilà, ça va être très sympathique. Bon, c'est quelque chose à propos duquel il faut pas se voiler la face, je pense, donc j'ai envie de lui dédier un épisode. Mais attention, ça ne va pas être un épisode uniquement négatif, parce qu'en fait, au début, on va quand même parler de trucs... voilà, ça va pas être super positif au début, sauf que, comme tu le sais bien, après la tempête vient le calme. Dans l'ombre, il reste toujours au moins une petite étincelle, quand même quelque part, et mon but, ça va aussi être de lui donner un bon petit coup de boost et de la transformer en un magnifique feu de joie d'ici la fin de l'épisode, qui puisse nous guider, qui puisse nous réchauffer dans cette aventure qu'est la vie. Bon, on va être un peu plus concret que ce genre d'image dans cet épisode, tu vas voir. Mais voilà, c'est pour dire, aujourd'hui on va parler de la difficulté de la vie, puis de la beauté de la vie. Deux choses qui sont omniprésentes dans la vie, et je pense qu'il faut bien réaliser, l'un comme l'autre sont inévitable. En tout cas, le premier est inévitable. En tout cas, la difficulté est inévitable. La beauté, on peut ne pas la voir. La difficulté, je crois qu'on est obligé, par contre, de l'éprouver, de l'expérimenter et d'une certaine façon de la surmonter. Donc voilà, je pensais que cet épisode, cette discussion pourrait être assez court, parce que c'est une pensée que j'ai eue et je me suis dit, tiens, on pourrait en parler un petit peu. J'ai pris quelques notes et il y a peut-être quelques trucs à dire parce que je me suis fait des exemples et ensuite j'ai commencé à réfléchir. Et du coup, voilà. Sauf que comme d'habitude, on va faire en sorte au maximum que tout ce que je raconte, ça vaille ton temps et ton attention et que ça soit rempli de valeur. C'est l'idée, partager une petite pensée et élaborer un peu dessus. Sans plus tarder, allons-y. La vie, c'est dur. 4 mots qui vont être centrales dans ce que je vais raconter après. Entretenir une relation, c'est dur. Vivre une rupture, c'est dur. Les deux côtés, ça semble assez dur. J'ai connu, je pense que pas mal de personnes qui ont écouté ce podcast ont connu aussi, une relation pour qu'elle s'épanouisse et qu'elle s'entretienne. C'est pas toujours évident tous les jours. Par contre, le jour où on l'a pas assez entretenu et que ça casse, c'est pas facile non plus. Pousser plus loin, si je pousse cet exemple un peu plus loin, entretenir son mariage, c'est dur. Vivre un divorce, c'est dur. Être en mauvaise santé et conditions physiques, c'est dur. Prendre soin de son corps, manger bien, faire du sport régulièrement, c'est dur. Ne pas aimer son corps, c'est dur. Changer son corps ou apprendre à l'aimer tel qu'il est, c'est dur. J'ai vécu ça avec mon complexe physique, typiquement. Notamment lié à mon oreille. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, dont un qui a été dédié à ça, mais j'ai eu beaucoup de mal pendant des années, littéralement de mes 13 à 25 ans, j'ai eu beaucoup de mal avec cette partie de moi, on dira, avant finalement d'apprendre à l'accepter, voire même à aimer cette différence chez moi. Mais ça n'a pas été facile. Je dirais même que ça a été dur. Pareil, je n'aimais pas mon corps, tout mince et tout faible d'adolescent, que j'ai eu pendant longtemps. Je n'ai jamais spécialement aimé mon corps. D'abord, j'ai pas vraiment pris conscience de lui. Et quand j'ai pris conscience de lui, je me suis dit, tiens, mais en fait, je l'aime pas trop. J'aime pas trop. Comme je l'ai déjà raconté, apprendre à faire de la musculation correctement pendant suffisamment longtemps, en mangeant de bonne façon, en parallèle, ça m'a pris des années. Et crois-moi, c'était dur. Aller parler à un mec ou une fille que tu connais pas dans la rue, c'est dur. Ne pas se sentir aimé, c'est dur. Tout ça, j'ai bien vécu dans mon adolescence et en tant que jeune adulte également, quand j'étais encore qu'un enfant, en réalité en termes de maturité, parce que bon, jeune adulte pour la société, quand j'avais 18-20 ans, j'étais toujours un enfant. Personnellement, à l'intérieur de moi, j'étais toujours un enfant, tu vois. Donc ça, c'était difficile. Quand j'avais 18 ans, j'ai eu ma première copine à 18 ans. Je peux te dire que c'était pas facile avant, ne serait-ce que d'aller parler à quelqu'un, tout comme de ne pas me sentir aimé en conséquence, parce que bon, si tu parles jamais à personne, c'est compliqué aussi de se sentir aimé. J'ai aussi vécu ça à 30 ans, typiquement, alors que j'étais déjà beaucoup plus accompli personnellement, avec bien plus de maturité.
Mais dans ces deux cas de figure, à 18 ou à 30 ans, je me suis retrouvé au milieu de ces deux choix-là, et c'était dur. T'as compris, je vais beaucoup répéter ces mots, c'est l'idée, j'ai écrit quelques petits exemples comme ça, donc j'ai envie de les passer en revue parce que je trouvais ça assez frappant. Créer des nouvelles amitiés et de nouvelles relations, c'est dur. Se sentir seul, c'est dur. Être endetté, c'est dur. Être discipliné financièrement, c'est dur. Devenir riche, c'est dur. Communiquer, c'est dur. Ne pas communiquer, c'est dur aussi. Ça, j'ai bien expérimenté aussi personnellement avec les deux côtés de la pièce. Dans mes relations, je peux confirmer. J'ai tenté les deux. Ça n'a jamais été facile. J'avais beaucoup de difficultés à communiquer, on dira. Peut-être plus naturellement. J'étais plutôt un peu plus renfermé de base, je pense. Ça a été dur une fois confronté à ce propos, quand on me disait, parce que ça m'est déjà arrivé, je crois que je l'avais peut-être déjà mentionné une fois, je me souviens plus, mais dans une ou plusieurs même, peut-être anciennes relations, des fois il y avait des conflits, des problèmes, on me disait ce qui n'allait pas, et j'avais du mal à répondre, j'avais du mal à parler, j'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal à communiquer. C'était dur pour moi de communiquer. Et en conséquent, il a fallu que j'apprenne par l'expérience, en cherchant, en lisant des livres aussi, en sortant de ma zone de confort et en me forçant à plus exprimer, à plus comprendre déjà ce qui se passait à l'intérieur de moi et pour pouvoir le transcrire et le transmettre à l'autre personne. Parce que c'était très facile quand même pour moi, pendant un certain temps, de simplement laisser passer, laisser couler, tu vois. Mettre ça de côté parce que bon, c'est pas absolument nécessaire de parler de ces toutes petites choses qui va pas vraiment, on peut en parler plus tard, c'est chiant d'en parler aujourd'hui. C'est chiant, c'est dur d'en parler, c'est dur de parler des petites choses. Finalement, je me suis amélioré quand même à ça. Mais même aujourd'hui, je considère que je suis à mon prime de la communication, tu vois. C'est-à-dire que je pense, alors je sais, à nouveau, je vais dire, je sais déjà que rien n'est parfait, que ça le sera jamais et que j'ai encore énormément à apprendre. J'en suis d'autant plus convaincu aujourd'hui qu'il y a longtemps d'ailleurs. Quand j'en savais moins, je pense que j'avais l'impression de plus en savoir qu'aujourd'hui, où je sais que j'en sais plus déjà, tu vois. Tu vois l'idée un peu ? Mais je réalise bien que ça reste difficile de ne pas se laisser aller, de faire des efforts conscients et intentionnels tous les jours pour communiquer avec ma partenaire, typiquement avec ma meuf, mais ça fonctionne dans beaucoup d'autres relations. C'est dur. Étudier ses cours, réussir ses examens ou apprendre un métier, c'est dur. Devoir se débrouiller professionnellement dans la vie sans diplôme ou sans formation, c'est dur. Mettre 5 étoiles à ce podcast, apparemment, c'est dur. Quand je compare le nombre de personnes qui écoutent par rapport au nombre de notes, je réalise que ça n'a vraiment pas l'air facile. Donc, vas-y, profite pour t'abonner, tu verras, ça vaut la peine. Ça vaut la difficulté de le faire. Car, parce que c'est difficile, en fait, aussi, de voir ce podcast mourir. Imagine, si je perds la motivation, si je réalise que personne ne veut mettre de notes, il y aura plus ce podcast. Et ça, c'est dur. Être engagé dans son travail, dans son job tous les jours, c'est dur. On donne de sa personne, on s'investit dans son travail, on fait peut-être plus d'efforts que nécessaire parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on est investi, parce qu'on aime notre travail. Et en plus de tout ça, c'est même pas garanti que ce qu'on fait en plus, ce soit reconnu à sa juste valeur. Être investi dans son travail, c'est dur. Être désengagé de son job, à l'opposé, c'est dur. On fait le minimum, on prend pas de plaisir, on n'est pas investi du coup, on trouve pas vraiment de sens dans ses journées de travail, on se demande un peu qu'est-ce qu'on est en train de foutre de sa vie. C'est pas facile. C'est pas facile. Tenter d'accomplir ses rêves, tenter d'accomplir un de ses rêves déjà, c'est dur. Se voir repousser et rester passif encore et encore tous les jours, c'est dur. Les deux options sont dures. Accomplir quelque chose, c'est dur. Conserver cet accomplissement, c'est dur. Se voir régresser, c'est dur. Ça fonctionne pour beaucoup de choses. Par exemple, en sport, c'est bien connu. Progresser dans un sport, stagner dans un sport ou régresser dans un sport, c'est dur. Tout est dur en fait. C'était chaud par exemple pour moi d'obtenir mon premier muscle-up. C'était difficile pour moi de réussir à être capable de faire 20 tractions de suite. Mais ça va pas se maintenir tout seul, parce qu'une fois qu'on a progressé dans quelque chose, en fait, plus on progresse dans quelque chose, plus on s'expose à la possibilité
de régresser un jour ou une fois. C'est dur de conserver son niveau, même si c'est un peu plus facile de le conserver que de l'obtenir. Voilà, ça c'est une magnifique règle qu'il existe dans le sport. Ça reste quand même difficile de le maintenir sans rien foutre. Et c'est souvent dur d'accepter de régresser. C'est pas impossible, bien sûr. C'est subjectif tout ça, hein. Là, je te balance plein d'exemples comme ça, parce que j'ai réfléchi à ça et je me suis pris des notes et j'ai cherché des exemples. Et j'ai trouvé que, mine de rien, quand on allait dans un côté ou dans l'autre, c'était difficile d'éviter la difficulté, je trouve. Mais évidemment, toutes ces situations, ces exemples, ils restent subjectifs. On est tous différents. On aura tous des difficultés plus ou moins prononcées dans ces différents exemples en fonction de nos préférences, de nos facilités, de nos talents, de notre personnalité, etc., etc. Par exemple, autre exemple pour moi, et ça c'est un exemple concret que j'ai remarqué, c'est, moi j'aime bien prendre des douches froides, comme tu le sais peut-être, j'en ai déjà parlé, j'ai commencé en 2019 à prendre des douches froides très régulièrement, j'ai fait des vidéos YouTube dessus, etc., etc. Et c'était début 2020, j'avais déjà raconté cette histoire il y a longtemps, c'était début 2020, j'ai arrêté de prendre des douches froides parce que je suis tombé malade, j'ai eu une double angine, je sais pas, double otite, angine, je sais pas quoi, j'ai arrêté de prendre des douches froides et ça a été... Et j'ai jamais repris en fait. J'ai jamais repris pendant des mois ensuite, alors que ça faisait plus d'un an que je prenais des douches froides tous les jours et que pour moi c'était important et tout. Et j'ai eu beaucoup de mal l'été qui est arrivé à me dire putain l'eau elle est froide. J'allais me baigner dans la Méditerranée, je trouvais l'eau fraîche. Et en fait j'ai trouvé ça dur. Je me suis dit putain. Et en plus c'est là que c'est le côté subjectif de la chose que je veux mettre en lumière avec cet exemple. Parce que c'est complètement con pour beaucoup de gens, toi qui m'écoutes probablement, de te dire vas-y, on s'en bat les couilles de la douche froide en fait, on va pas s'auto-flageller toute la journée parce que putain, je prends plus les douches froides. Il y a des difficultés plus dures dans la vie. Alors ça, je te l'accorde. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a quand même pire dans la vie que ça. On est bien d'accord là-dessus. Mais je peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens. C'est-à-dire, Eric, avant, tu prenais des douches froides, t'étais fier, t'étais content, tu le faisais pour toi, tu trouvais des choses, et aujourd'hui, tu n'arrives plus à te faire prendre des douches froides. C'est dur. C'était dur de commencer à le faire, c'était dur de continuer, et quand j'ai arrêté, j'ai trouvé ça dur de me voir arrêter. À quel moment est-ce que ça arrête de devenir dur ? Je sais pas. Pour moi, c'était dur. Mais du coup, j'ai recommencé. J'en reprends toujours depuis. Ça, c'était fin 2020 que j'ai repris. Après 9 mois, je me suis mis un petit pied au cul et j'ai recommencé. Et c'est vrai que là, je prends des douches froides tous les matins. J'allais dire, ça me plaît. Ça me plaît, c'est relatif. J'ai pas envie. Même ce matin, c'est marrant parce que ma copine a commencé à en prendre aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, grand bien lui en fait apparemment parce qu'elle avait très peur de ça. Et... maintenant, elle le fait d'elle, mais enfin, vraiment, moi j'en ai rien à foutre que ma meuf prenne des douches froides, je le dis tout de suite, je m'en balèque. Par contre, elle a voulu essayer, elle a été intriguée, et elle aime bien. Elle réalise que, franchement, ça lui apporte quelque chose, ça lui apporte plus de résilience, quelque chose qu'elle cherche à cultiver cette année notamment, parce qu'elle s'est fait une petite liste d'intentions aussi pour cette année. Elle appelle ça des intentions, tu vois. Moi, j'ai appelé ça des objectifs. Pour moi, elle appelle ça des intentions. C'est marrant. Chacun son vocabulaire, chacun ses envies, ses rêves, ses intentions, ses objectifs. Voilà. Et du coup, c'est dur. Moi, je trouve ça toujours dur, mais je suis content après. On y reviendra peut-être un peu après. C'est pareil, du coup, pour un niveau, pour un grade, pour une expérience obtenue dans un art, dans sa carrière, obtenir la chose, conserver la chose. Réaliser qu'on n'est plus capable ou qu'on a perdu la capacité de performer à ce point-là dans un art, un sport, une carrière, ça peut être dur. Je vais encore partager un dernier exemple parce que je pense que quand même tu commences à comprendre un peu l'idée. Je vais pas marteler le truc pendant encore une demi-heure, tu vois. Je lis actuellement un livre sur le deuil qui s'appelle On Grief and Grieving, donc littéralement traduit en français, ce serait à propos du deuil et du fait de faire son deuil, quelque chose comme ça, de Elisabeth Kubler-Ross et David Kessler. Elisabeth Kubler-Ross qui est quand même une pointure à propos des choses comme la mort et le deuil, sauf erreur. Elle a écrit des livres. Il me semble que c'est elle du coup qui a démocratisé, trouvé, popularisé les cinq phases, sauf erreur, les 5 phases du deuil. Typiquement, l'acceptation, le déni, la colère, la dépression et je crois qu'il m'en manque une. Je sais plus, je ne les ai pas encore appris par cœur pour le coup, mais j'ai commencé ce livre et en fait, j'en suis à la moitié, mais
Elle l'est mentionné au début, mais ça fait un petit moment que j'ai lu le début parce qu'en fait, c'est quand même un petit morceau à lire. C'est pas le genre de livre que je lis, vu que moi je lis le soir, tu vois, des fois le soir avant de dormir, j'ai aussi envie de lire un truc un peu plus léger que des trucs de deuil, des trucs de dev perso hardcore déjà, bon, voilà. Mais là, c'est quand même un petit morceau. D'où vient cette idée? En fait, ce livre, ça fait longtemps que je l'ai. J'en avais entendu parler dans un podcast de Tim Ferriss. C'était vraiment il y a méga longtemps, je crois, il y a 4 ou 5 ans. J'écoutais un podcast et dans ce podcast, quelqu'un avait dit qu'il avait lu ce livre après le décès de son père et qu'il aurait vraiment aimé lire ce livre avant d'être confronté au deuil. Et en fait, à ce moment-là, quand j'avais entendu cette anecdote, je me suis dit, en tant que bon mec qui aime bien le dev perso et s'améliorer et tout, je me suis dit, je vais le mettre sur ma liste, ce livre, il faut que je l'achète, apparemment. Il faut lire ce livre avant. Ça n'a pas été facile, parce que j'ai acheté ce livre et c'est quand que je l'ai acheté? Il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, peut-être. Il y a 1 an et demi, j'ai acheté ce livre et ça m'a pris plus d'1 an de l'ouvrir parce qu'en fait, à chaque fois que je finis un livre, j'en commence un autre. Mais bon, je vais devant ma bibliothèque. Dans la bibliothèque, il y a tous mes livres. Il y en a au moins 5 ou 6 à chaque fois que j'ai pas lu parce que j'aime bien avoir le choix. Et à chaque fois, c'est bon. Est-ce que je vais lire un truc cool sur la course à pied qui va être sympa, qui va me motiver, ou est-ce que je vais lire un bon gros livre sur le deuil là? Ça va bien me mettre le nez dans des histoires super drôles. Ça n'a pas été facile de mettre dedans. Pourquoi est-ce que j'ai commencé au moment où j'ai commencé à le lire? C'est parce que quelqu'un dans mon entourage a souffert et souffre encore actuellement de deuil et ça me permet de mieux comprendre aussi ce qui se passe, de mieux pouvoir aider cette personne que d'avoir l'impression de comprendre un tout petit peu plus ce que c'est. Parce que moi, je le dis, évidemment, c'était peut-être implicite, mais je n'ai jamais vécu de deuil, c'est-à-dire je n'ai jamais perdu de personnes très proches dans ma famille. J'ai perdu mes grands-parents, j'ai perdu plusieurs grands-parents, mais je n'ai pas vécu ça je n'ai jamais été excessivement proche avec mes grands-parents. Donc clairement, quand je vois l'effet que ça peut avoir sur certaines personnes, je me dis que il y a bien pire qui m'attend. C'est pas super évident de se dire ça. Par contre, je sais que quand ça va arriver, ça va être dur. Ça va être dur. Pourquoi est-ce que je lis ce livre aussi? Du coup, pour comprendre mieux cette personne, mais je le lis aussi parce que je me dis, faut que je me prépare. Il faut que je me prépare à cette claque plus ou moins subite que la vie pourrait me mettre. Et quand je dis il faut que je me prépare, c'est un grand mot, parce que comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'on puisse être prêt pour ce genre de choses. Mais c'est le genre d'événement qu'on redoute plus ou moins terriblement quand on ose même y penser, pour beaucoup de personnes à qui ça n'est jamais encore arrivé, parce qu'il y a plein de personnes pour lesquelles c'est arrivé quand elles étaient jeunes. Il y en a sûrement, toi qui m'écoutes, tu sais en fait ce que c'est. Et je compatis autant que je peux, parce que comme je l'ai dit, j'ai été pas mal confronté à quelqu'un en deuil ces derniers temps. Voilà, ça remonte encore un peu, mais quand même, force est de constater, quand j'ose y penser un tout petit peu, c'est que je sais concrètement que mon but et mon espoir, c'est mine de rien que je vive suffisamment longtemps pour que ça soit logiquement inévitable de ne jamais être confronté à un deuil dans ma vie, quoi. Un gros deuil dans ma vie. Donc, de plus, voilà, si chaque deuil reste unique à la personne en question et que tout n'est pas comparable, il y a aussi d'autres formes de deuil. Il y a différentes formes de deuil dans la vie qu'on va devoir faire, pour lesquelles il y aura des parallèles, on dira, avec ces phases qu'on va devoir traverser pour s'en sortir. C'est bien écrit dans le livre et tout va. Je te recommande le livre, ça t'intéresse. Je vais pas faire le but, c'est pas de faire un épisode dessus. Peut-être que j'y reviendrai. Peut-être que j'y reviendrai dans une période difficile de ma vie. J'ai même pas spécialement envie d'y penser, on va pas se mentir. Je suis pas sûr de faire un épisode sur le deuil tout de suite. Et du coup, j'en profite pour en parler un tout petit peu là, parce que ça tombe un peu dans le thème de l'épisode, mine de rien. Tout le monde ne traverse pas les 5 étapes dans le même ordre, etc., etc. Bref, j'apprends énormément de choses dans ce livre. J'ai bien surligné les choses. Je serai prêt à y revenir lorsque ça sera peut-être plus adéquat, on dira. Mais tout ça pour dire qu'il y a d'autres formes de deuil dans la vie. Changer dramatiquement de style de vie, par exemple. Faire le deuil de sa vie d'étudiant insouciant qui restera à jamais derrière soi, et affronter la vie professionnelle d'adulte
avec une routine, etc., etc. Je sais que c'est quelque chose de difficile pour certaines personnes. Ça n'a pas été entièrement évident pour moi. Heureusement, j'ai plongé ensuite dans la vie active où j'étais très occupé parce que je suis très impliqué et engagé dans mon travail et j'adore ce que je fais. Mais je sais que la vie d'étudiante, la vie d'étudiant, c'était quand même un sacré truc. C'était un sacré truc. Moi, j'étais insouciant. C'était pas super dur les cours pour moi. Des beuveries en voiture, voilà, rencontrer des gens, t'es à l'université. Enfin, moi, j'étais à l'université, il y a plein de gens, il y a plein de soirées. Je pense que je ne serai jamais autant entouré socialement que je l'étais pendant ma vie estudiantine. Et je pense que ça ne se reproduira plus jamais. J'ai perdu ça pour toujours. Et c'est pas que j'ai perdu ça. C'est plutôt que ceci ne pourra plus que vivre en moi. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à essayer tant bien que mal de voir le côté positif de la chose en cas de deuil. Que ça va rester au sein de nous et que ça sera quand même là et qu'on n'a pas tout perdu. Bien entendu, on l'a vécu et on a eu la chance de vivre ça, on a eu la chance de connaître ces expériences ou ces personnes. Et ensuite, elles vivent en nous. Bref, c'est un deuil à faire, une rupture amoureuse. Ouf, ça peut être une sacrée forme de deuil aussi, il n'y a pas de doute. Bref, mon but, c'est pas de parler de deuil plus que ça, hein, comme je l'ai dit. J'ai pas non plus terminé ce livre, c'est pas super évident. Là, j'ai lu un tiers et puis ensuite j'ai lu un autre livre sur le trail parce que je trouvais ça plus léger à lire avant de dormir. Mais je vais continuer, je continue. Tout ça pour dire que si tu es quelqu'un de peut-être curieux, très curieux, bizarrement anticipateur, anticipatrice, comme moi, de te dire, tiens, putain, apparemment, il y a des livres sur le deuil, ça peut être sympa de les lire avant que ça arrive. Je dis ça parce que c'est pas pour dire, mais je pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui se disent un jour, tiens, je vais lire un livre sur le deuil, alors que rien ne leur est arrivé de la sorte dans leur vie. C'est écrit sur la couverture du livre, il est dans ma chambre, je l'ai pas là, il est sur ma table de nuit, c'est écrit number one gift, c'est écrit cadeau numéro 1 à offrir à quelqu'un qui est en deuil. Ah bah génial, effectivement. Je me doute que c'est aussi le genre de choses que beaucoup de personnes s'offrent à elles-mêmes lorsque c'est le cas. Donc voilà, tout ça pour dire, vivre un deuil, ça m'a l'air très dur. Se préparer tant bien que mal pour être peut-être à peine moins démuni lorsque le deuil frappera, par exemple en lisant un livre, d'après mon expérience, c'est dur aussi. Voilà, j'en suis arrivé à la fin de la petite liste d'exemples que j'avais écrits, que je trouvais frappants vis-à-vis de cela. Et lorsque je suis arrivé au bout, je me suis dit, bon, la majorité de ces exemples pourraient sembler un peu extrêmes quand même dans l'idée. Quand tu les regardes, tu vois, tu te dis, bon, c'est un peu oui ou non, c'est un peu noir ou blanc, il y a un spectre, et en fait, on prend les exemples à l'opposé du spectre. Peut-être que c'est ce que tu as pensé lorsque tu m'as entendu énumérer ces exemples, que tu t'es dit en m'écoutant, oui, mais en fait, il suffit de se trouver entre deux. On n'est pas obligé d'être à l'opposé, l'un ou l'autre des opposés du spectre. Là, j'ai envie de te dire, parce que j'ai pensé à ça, je me suis dit, il faut que je contre-argumente cela. Il faut que je contre-argumente cela. Je ne me laisserai pas abattre dans le débat. Bon, c'est pas un débat, tu vois. C'est vraiment juste une discussion, mais du coup, je me suis pris à débattre un peu avec moi-même à ce propos, en me disant déjà que, bon, ça dépend, hein, comme je l'ai dit avant, ça dépend. Ça dépend de toi. On a tous notre propre combinaison d'aspirations, de préférences, de situations et de personnalités qui font qu'on pourra se placer plus ou moins sans trop de difficultés quelque part sur le spectre de ces exemples-là. Mais quand même, viser le milieu de ces spectres, à mon avis, ça n'améliore pas beaucoup, pas souvent le tableau. Par exemple, on pourrait se dire communiquer un peu, mais pas trop non plus, tu vois, juste pour que la relation, elle tienne en place en un minimum d'effort, c'est-à-dire communiquer juste assez pour que la relation, elle tienne sur pied. Ouais, même je dirais. En faire juste assez pour que juste assez pour tes cours, pour passer les examens à la raclette comme ça, avec la moyenne tout juste, ou bien faire le strict minimum dans ton taf pour maintenir ton poste et garder ton travail, etc. Ouais, à nouveau, ça a l'air ni facile, ni très enrichissant, encore moins quand on voit la proportion que la vie professionnelle prend dans une vie. J'ai envie de dire, c'est pas le bon milieu. C'est pas le bon milieu dans le travail. Pour l'instant, selon moi, on n'a toujours pas réussi à éviter la difficulté, tu vois.
Après, on est bien d'accord, il y a quand même des entre-deux jaugeables de temps en temps. Hein. Je vais pas faire genre. J'en ai pensé à un typiquement. On est bien d'accord qu'il y a un milieu entre être obèse et être au sommet de son potentiel de santé ou de performance, en supposant bien sûr que ce soit l'opposé, ce qui me semble plutôt vrai. Et il y a moyen pour beaucoup de personnes de s'en sortir parfaitement, selon leurs envies, avec un minimum d'effort ou même pas du tout à ce niveau-là, sans que ça soit trop dur. Par exemple, d'un point de vue santé, il y a plein de gens qui n'ont pas d'aspiration de performance sportive, c'est excellent. Qu'au niveau de la santé, pour se maintenir, activité physique, tout ça, comment je me sens dans mon corps et ma tête, il n'y a pas grand-chose à faire pour se sentir bien au quotidien. C'est pas si dur, en fait. Donc, c'est génial. Ça dépend, bien sûr, pour quoi et pour qui. Mais même pour ça, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'est quand même bien connu, plus on prend de l'âge, plus ça devient difficile de s'en sortir sans rien faire à ce propos. Même pour ceux qui ont une super génétique, qui ont pris l'habitude pendant les 60 années précédentes de ne rien faire de spécial à ce niveau-là, plus on prend d'âge, plus on prend de l'âge, plus des activités physiques comme le renforcement musculaire ou le renforcement cardiovasculaire deviennent d'ailleurs les indicateurs les plus forts et les plus importants pour influencer la longévité et la vitalité, c'est-à-dire pour vivre plus longtemps et surtout pour vivre mieux, avec un meilleur confort de vie. Ce sont les facteurs qui ont été étudiés comme étant les plus déterminants de la qualité de vie à long terme, c'est-à-dire ton niveau de renforcement musculaire et ton niveau de renforcement cardiovasculaire. Par exemple, ta VO2 max, c'est ce genre de choses qui a été déterminé. Il y a plein de facteurs, bien sûr, mais tout en haut de la liste, c'était VO2 max et puis force, sauf erreur. Force dans le bas du corps même, il me semble. Et c'est difficile, c'est même impossible, c'est même prouvé scientifiquement qu'avec l'âge, ces facteurs déclinent. C'est prouvé aussi scientifiquement qu'avec l'âge, ces facteurs déclinent, mais avec de l'entraînement, on peut les maintenir, même en vieillissant, et on peut même, évidemment, les augmenter grâce à l'entraînement. Et ça, du coup, ça demande peut-être des efforts tôt ou tard, si on veut pouvoir éviter certaines choses. Commencer le sport à 65 ans, je pense que c'est dur, d'ailleurs je l'ai vu, j'ai eu des exemples dans mon entourage. Commencer le sport à 65 ans en n'en ayant jamais fait dans sa vie, c'est dur. Aller en maison de retraite à 68 ans parce qu'on n'est plus assez indépendant physiquement et on ne peut plus aller aux toilettes tout seul, je pense que c'est dur aussi. Faire du sport pour éviter tout ça, c'est dur. Après, bien sûr, il y a plusieurs chemins plus ou moins difficiles vers la même destination. Par exemple, pour te faciliter la vie, pour tes objectifs sportifs, vu qu'on est un peu sur le thème, autant prendre le meilleur chemin pour y arriver, celui qui te fait très rapidement passer sur ericfac.com, bien entendu. Faire des tractions, c'est dur, mais ça l'est beaucoup moins quand tu as un programme précis qui te prend à 0 traction et qui te fait passer à 10 tractions. Pareil pour les squats, t'inquiète pas, on va faire en sorte qu'on puisse se lever des toilettes pour toujours. C'est l'objectif. Faire des tractions, c'est beaucoup plus dur quand on n'a rien pour les faire d'ailleurs. C'est pour ça que tu trouveras aussi des barres de traction et des anneaux dans ma boutique sur ericfac.com, bien entendu. On va même jusqu'à te proposer de la magnésie. T'imagines ? Tu sais ce que c'est que la magnésie ? La magnésie, c'est de la poudre, c'est du magnésium mélangé à de l'alcool, pour la magnésie liquide, que tu peux mettre sur les mains pour permettre à tes mains de ne pas transpirer. En fait, ça te permet de mettre les mains sur les barres pour que ça ne glisse pas. Donc voilà, quand tu as une barre, quand tu as des mains qui ne glissent pas, quand tu as un programme complet qui t'amène pas à pas avec un maximum de vidéos de ma part qui t'explique absolument tout, jour après jour, comment faire pour t'améliorer dans tes objectifs sportifs, comme par exemple faire des tractions, c'est génial. Mais à un moment donné, moi, je peux plus rien faire. je peux plus rien faire. Les équipements, le programme, l'accompagnement, tout ça, à un moment donné, je peux pas faire les tractions à ta place. C'est à toi de faire les efforts. Et ça, c'est toujours dur. Apprendre à faire des tractions, c'est dur. En faire plus, c'est dur, mais on peut se rendre la vie un peu plus facile, notamment en allant sur ericfac.com, ce qui permet de soutenir tes objectifs sportifs, tout comme mon travail, si c'est pas magnifique tout ça. Merci. Et pour en revenir à ce spectre de choix, de décisions, de difficultés, personnellement, rester pile au milieu de tous ces choix, rester un peu le cul entre deux chaises, faire le minimum pour m'en sortir en tout cas, ou même représenter le choix moyen dans chaque décision ou catégorie, personnellement, je trouve ça dur. Je trouve ça, en fait, souvent, il y a vraiment rien de facile. C'est con à dire. Et j'en connais un peu en ce qui concerne faire le minimum. Là, clairement, j'ai des antécédents à mon actif. Fièrement, je peux déballer un sacré paquet de trucs pendant une bonne partie de ma vie, une bonne première partie de ma vie en tout cas, où c'était la norme pour moi au quotidien dans quasiment tout ce que je faisais.
de faire le minimum, de juste me contenter, d'être là, de vivoter, d'exister, de faire juste ce qu'il faut pour entretenir un peu l'état actuel. Surtout pas en faire plus. Faudrait surtout pas faire des efforts. Par exemple, je me souviens très bien d'une période dans ma vie universitaire typiquement, quand j'étais en 3e année de licence, de bachelor, mais en 3e année, même avant, hein, même en 2e, enfin bref, pendant 2 ou 3 ans, je pense, quand j'avais autour de année bachelor, 20 ans, 22 ans, quelque chose comme ça, je faisais le minimum, mais vraiment dans énormément de choses dans ma vie. Il n'y avait qu'un seul domaine dans lequel je ne faisais pas le minimum, parce que j'étais impliqué, malgré le fait qu'il ne se passait pas grand-chose, c'était dans le sport. Dans le sport, je reconnais, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, dans lequel j'ai eu envie de m'investir. Ça m'a pris des années pour avoir des résultats, c'était dur, mais au moins, j'en faisais plus que le minimum là-dedans. J'aimais bien ça, mais c'était tout. Donc je faisais le minimum, hein, concrètement. J'allais pas en cours, j'y étais pas obligé. Ça m'est beaucoup arrivé de jouer à Candy Crush pendant les cours d'université. Et un exemple particulièrement frappant, pour lequel tu peux peut-être t'apparenter, réviser mes examens comme un énorme taré non-stop sur les 2 dernières semaines juste avant, sans rien avoir foutu avant. C'est-à-dire que pendant tout le semestre, j'en branle pas une, parce que je me dis, on fera plus tard. Attends, je vais quand même pas me faire chier maintenant, si je peux repousser à demain. Et de toute façon, je vais le faire, c'est bon. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, vu que je faisais ça tout le temps. Je me faisais confiance, hein, mine de rien, pour pouvoir y arriver, on va pas se mentir. j'ai jamais raté. Donc ça, c'est quand même, voilà, en fait, ça validait ma thèse. Tu vois, je me dis, ouais, de toute façon, j'ai jamais raté. J'ai qu'à garder 2 semaines après, je vais quand même pas faire les exercices en cours de route. Mais bien sûr que non, et qui c'est qui fait ça? Attends, non, je vais tout faire à la fin, et je vais me démerder pour comprendre. En 3e année, je pouvais choisir mes cours. Sur catalogue, on dira, il y avait énormément de cours et il fallait que j'en choisisse quelques-uns dans le tas pour avoir suffisamment de crédit. Là où j'ai fait des efforts, c'est que j'avais soigneusement sélectionné les cours en les recherchant, en allant regarder, ok, qu'est-ce qu'on va demander, à quoi ça ressemble, combien ça fait de crédit, quelle est la structure de l'examen, à quoi ressemblent les cours, etc. Tout ça pour choisir les cours qui demanderaient le moins d'efforts. Je faisais des efforts à l'avance pour pas en faire après. C'est fou. Premier exemple de gratification repoussée dans le futur dans ma vie. C'était la seule chose pour laquelle j'étais d'accord de faire des efforts, c'était pour quand même réaliser que bon, ça me permettra d'en faire beaucoup moins après. Et donc j'ai choisissais les cours dans lesquels j'étais pas obligé de venir. Genre les cours qui étaient basés sur un polycopié avec un QCM à la fin. Ayant une bonne mémoire, et étant au courant que j'avais une bonne mémoire et que ça fonctionnait assez bien pour moi de faire ça, et en plus le système apparemment le permet, hein, pas besoin d'aller au cours, pas besoin de suivre quoi que ce soit, pas besoin de faire... Enfin, en gros, si tu as mémorisé une bonne partie du polycopier, bah t'as pas besoin d'avoir compris quoi que ce soit. T'as qu'à venir à l'examen, tu réponds aux questions, tu coches les bonnes cases et t'as une bonne note. Et bah je me suis dit, c'est parfait les gars, c'est exactement pour moi cette histoire. Je ne vais pas venir au cours, je ne vais faire ça pour un maximum de cours. Et je me souviens qu'il y avait un de mes semestres où j'allais à un cours sur la semaine, tu vois. J'allais à un cours sur la semaine, j'en branlais pas une. Et qu'est-ce que je faisais à côté? Alors évidemment, je faisais de la muscu, bien sûr, mais sinon, tout ce que je faisais, c'était regarder des séries, concrètement. Enfin, tout ça, c'était vraiment pour pas faire grand-chose à côté, non plus, pour le coup. C'est ça qui était fort, c'était beaucoup d'efforts pour... Beaucoup d'efforts. Ouais, non, c'était vraiment dans la logique de faire le minimum. J'étais pas particulièrement épanoui au quotidien. Le seul moment, justement, où je me disais, bon, la vie est stylée quand même, c'est quand j'étais à la muscu. Parce que j'avais quand même trouvé quelque chose qui me plaisait bien. Mais bon, me bourriner de séries et arrêter quand t'as binge-watch des séries jusqu'à 4h du mat et tu te dis, bon, bah, je vais me coucher, et puis le lendemain, t'as la tête dans le cul. Bon, c'est dur, quoi. C'est dur. Bref, je parle de tout ça pour imager une partie de ce qui représente du coup le milieu de ce spectre de décision et d'effort pour ces différentes composantes de la vie. Comme je l'ai dit, là-dedans je parle pour moi, mais c'est vrai que faire le minimum d'efforts, j'associe quand même un petit peu ça à, comment dire, la moyenne. Alors la moyenne c'est un terme... Déjà, c'est un terme très, très péjoratif. Alors, personnellement, je trouve pas que ce soit un terme particulièrement, l'inverse de péjoratif, très, très joli, mais c'est vrai que... je dis ça parce qu'en fait, j'ai fait des réels sur le podcast, des extraits du podcast, et dans un épisode sur David Goggins, je parlais de la moyenne, etc.
Je me fais exploser en commentaire sur ces trucs. Bon, ça m'étonne pas, je le savais. C'est les rares extraits de podcasts d'Eric Flagg où tu vas pouvoir trouver un truc un peu clivant, j'exagère. Bon, j'exagère peut-être même pas complètement, mais tu vois, je savais qu'en fait ça. J'ai pas envie de partir dans tous les sens, mais je savais que ça allait marcher. Parce qu'en fait, quand tu dis entre guillemets des dingueries, à mon échelle, j'ai envie de dire peut-être que c'était une dinguerie. Pour moi, c'est pas du tout une dinguerie de dire que entre guillemets la moyenne, pour moi, ça me vend vraiment pas du rêve. Et je préfère viser plus haut, on dira. Même si bien sûr, quand tu vois un mec dire ça, tu te dis, fils de, FDP, redescends un peu sur terre. Il y en a... J'ai été regarder. C'est le genre de réel où il faut surtout pas aller regarder les commentaires. Je ne vais surtout pas regarder les commentaires quand il y a un truc qui part viral sur TikTok ou sur réel, parce que franchement, il se passe jamais rien de bon dans les commentaires des formats verticaux. C'est un endroit que j'évite comme la peste, et je te recommanderais aussi. Mais bon, j'en prenais plein la gueule et franchement, tant mieux, j'ai envie de dire, voilà. Mais c'est pour dire que j'associe quand même un peu faire le minimum avec la moyenne, etc. Et je trouve ça dur aussi, personnellement. Je parle pour moi, bien sûr, me dire, je fais le minimum, c'est la moyenne, c'est normal, c'est comme tout le monde. Je trouve ça dur. Après, évidemment, tout dépend. Dans le fond, il n'y a vraiment aucun mal à ça. Au contraire, j'ai même envie de dire, je suppose que clairement, j'envie les personnes qui réussit grâce à ça à éviter d'avoir une vie difficile, ce qui implique que cette personne est consciente de tout cela, qu'elle est en paix avec elle-même, etc. Eh bien, pour moi, j'ai envie de dire, c'est l'objectif ultime. Hein, c'est génial, j'y suis pas arrivé. J'aurais quand même du mal à croire, par contre, que cette personne n'aurait pas de difficultés auxquelles faire face au quotidien et que c'est juste du bonheur intensif tous les jours. Ça, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que ce n'est pas le cas. Après, je pense que ça existe. En tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui s'en rapprochent. Je pense que personnellement, je m'en rapproche aussi. Je vais pas dire le contraire. C'est évident, c'est même étudié, par exemple, qu'il y a des moyens d'augmenter les choses, d'augmenter le bonheur. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le bonheur, bien entendu, mais ça avait été étudié, par exemple, que d'avoir suffisamment d'argent pour faire plus que juste exister, plus que juste survivre. Évidemment que l'argent, ça augmente le bonheur au début, surtout au début, entre guillemets, tout comme d'avoir un maximum de liberté et de pouvoir sur son propre temps. Ça a été étudié comme augmentant le bonheur chez la grande majorité des gens, si ce n'est tout le monde. Mais très souvent, avant de se retrouver dans cette situation, dans la situation dans laquelle on a beaucoup de liberté dans sa vie, eh bien, je pense que ça a été dur d'en arriver là. J'ai clairement remarqué ça pour moi, je me considère très heureux pour le coup. Je ne pense pas que la liberté que je me sois créée n'y soit pour rien. Mais forcément, ça s'est fait, je suis obligé de le reconnaître, malgré moi, dans la difficulté quotidienne pendant des années, bien sûr mitigé par le fait que j'aimais beaucoup ce que je faisais tous les jours. Ça soulageait la charge psychologique de la difficulté, on dira, parce que je ne devais pas aller à un travail tous les jours que je déteste pour gagner ma liberté, on dira. Par contre, je devais y aller, je devais me fouetter moi-même pour y aller, et puis 7 jours sur 7, et beaucoup trop d'heures. À certains moments, beaucoup trop d'heures. Et heureusement que j'ai eu cette décharge de difficultés psychologiques par le fait que j'aimais bien ce que je faisais, parce que je suis quand même pas passé loin de trop en faire à plusieurs reprises, au moins 2 reprises. Des choses dont j'ai déjà parlé de toute façon dans d'anciens épisodes. Mais cette réflexion que j'ai eue ces derniers jours, justement, donc tout ce que je t'ai partagé jusqu'à présent dans cet épisode, et là tu commences à te dire... Putain, Eric, vas-y, tu vas vraiment nous dire que la vie est dure tout le long, c'est bon, on a compris. On a compris, et je vais encore enfoncer. En fait, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu de Mark Manson qui s'appelle « Everything is fucked ». A book about hope, donc tout est foutu, un livre à propos de l'espoir, que j'ai lu il y a 2 ans. Et un livre qui parlait justement d'espoir et de bonheur, mais qui se terminait plutôt sur une conclusion tournée dans l'autre sens. Alors je vais pas trop m'attarder parce que j'avais déjà fait un épisode sur une partie de ce livre, d'ailleurs c'était l'épisode 75, je te recommande, il s'appelle « Le bonheur n'existe pas, tout est foutu ». Mais j'ai ressorti ce livre en pensant à ça l'autre jour, et j'aimerais bien juste lire quelques petits extraits que j'ai retrouvés qui sont, je trouve, pertinents pour cette discussion selon moi. Dans le livre, il dit « Things are pretty much always fine, but they could also always be better. You know, if I could just have a little bit more, I would finally be happy and stay there. » En gros, on se dit que les choses sont plus ou moins bonnes en général, mais qu'elles pourraient toujours être meilleures.
Si seulement j'avais cette chose en plus, finalement je serais heureux et je pourrais rester heureux une fois que je l'aurai. Pourtant, on en parle, et justement il en parlait juste avant, c'est ce dont je disais dans l'ancien épisode, c'était après une étude où les gens devaient noter à des moments aléatoires de leur journée combien est-ce qu'ils se sentent heureux sur une échelle de 1 à 10. Et en fait, la grande majorité, la grande moyenne, c'était tout le temps 7. C'est-à-dire que quand il y avait un truc stylé qui arrivait dans leur vie, ils montaient à 8, 9, voire 10, mais très rapidement, on retombait à 7. Genre, le mec qui gagne au loto et le mec qui se pète la jambe, tu les regardes plus lointains dans le futur, ils se retrouvent les deux au même niveau. Aussi parce que celui qui a gagné ensuite, il redescend, et ça peut être assez mal vécu. Et celui qui s'est pété la jambe, ensuite, la jambe guérit, et puis ça va mieux. Donc c'est assez subjectif, et apparemment c'est assez illusoire que de... Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est assez difficile de maintenir son niveau de bonheur au-dessus de 7. Comme quoi, apparemment, on n'arrive pas. On n'est jamais entièrement satisfait durablement. Je continue. Each of us implicitly assumes that we are the universal constant of our own experience, that we are unchanging and our experiences come and go like the weather. Some days are good and sunny, other days are cloudy and shitty. The skies change, but we remain the same. Chacun de nous assume, prend comme acquis implicitement que nous sommes la constante universelle de notre propre expérience, que nous ne changeons pas, que les cieux changent, que des fois il fait beau, des fois il fait moche, mais que nous restons pareils. But this is not true. In fact, this is backward. Pain is the universal constant of life. Mais ceci est faux. En fait, c'est même à l'opposé. La douleur est la constante universelle de la vie. Si c'est pas joyeux tout ça. The pain is always there. What changes is your perception of it. La douleur est toujours là. Ce qui change, c'est ta perception de la douleur. Voilà, en gros, aucune garantie de bonheur complet, voire impossibilité, car c'est une illusion qui ne se réalise jamais ou qui ne dure pas. C'est génial. La seule garantie dans la vie, à l'opposé, c'est la douleur. Ça rejoint un peu ce que je disais dans cet épisode, et ça rejoint le mood un peu... le mood un peu, maussade de cet épisode jusqu'à présent. Mais, quand il y a des nuages, parfois, il y a une petite éclaircie quand même. Quand les nuages sont là, que tu peux rien y faire, que c'est la merde, que c'est dur, que c'est douloureux, il y a encore une petite chose. While pain is inevitable, suffering is always a choice. There is always a separation between what we experience and how we interpret that experience. Pendant que, même si la douleur est inévitable, souffrir est toujours un choix. Il y a toujours une séparation entre ce que nous expérimentons et comment nous interprétons ce que nous expérimentons. C'est une petite note assez intéressante, je suis d'accord. On average, some pain is better than others. En moyenne, certaines douleurs sont quand même mieux que d'autres. In fact, you could define wealth in terms of how desirable your pain is. Vu que la douleur, on ne peut pas y échapper et qu'on est obligé d'y passer, ce que l'auteur dit dans ce livre, c'est qu'en fait, on pourrait définir la fortune ou la richesse de quelqu'un en termes de à quel point est-ce que ta douleur à toi est désirable. C'est-à-dire que plus tu es riche, plus ta douleur est désirable en fait. C'est pas nécessairement plus tu es riche, plus tu es heureux, c'est plus tu es riche, moins tu souffres. Ou alors moins tu as mal, ou alors plus tu peux te permettre de choisir les souffrances qui vont t'affecter. Je continue et on terminera là-dessus. When we pursue pain, we are able to choose what pain we bring into our lives, and this choice makes the pain meaningful, and therefore it is what makes life feel meaningful. Because pain is the universal constant of life, the opportunities to grow from that pain are constant in life. Dernière traduction, même si je suis sûr que tu as tout compris, parce que parler anglais, c'est quand même une excellente chose à apprendre, je pense. Quand nous sommes à la recherche de la douleur, on a la capacité de choisir quelle douleur on amène dans notre vie. Et ce choix donne du sens à la douleur, et ce choix donne du sens ainsi à la vie. Parce que la douleur est la constante universelle de la vie, les opportunités de croître de cette douleur sont aussi une constante dans la vie.
Et ça, j'espère que tu l'as compris, c'est la petite lumière dans tout cet horizon sombre, difficile et douloureux sur lequel j'ai envie de construire encore un peu. Parce que bon, là, tu te dis peut-être que ça commence à faire un peu beaucoup de négatif pour une seule discussion d'1 heure de suite. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Mais personnellement, je trouve ça vrai. Je te demande avec plaisir si tu as un avis à propos de cela, que tu peux laisser en commentaire sous la vidéo YouTube comme d'habitude, ou bien sur Spotify sous l'épisode. Une fois que tu auras mis 5 étoiles, tout ça, tu peux laisser un commentaire, tu sais. C'est plutôt sympa et c'est avec plaisir qu'on en discute. Mais selon moi, la vie est dure. Et c'est difficile d'y échapper. Mais c'est pas parce qu'elle est dure qu'il y a que du négatif. Et certainement pas, certainement pas. C'est pour ça que c'est très important et que je voulais aussi voir l'autre côté de la pièce, qui est tout aussi important, voire plus important, pour la fin de cet épisode. Et justement, on a commencé à entreapercevoir cela, d'ailleurs, à la fin de ce que j'ai cité dans ce livre. Il y a quand même une petite étincelle dans l'obscurité qu'on va pouvoir faire croître et rendre d'autant plus réchauffante et éclairante et belle, comme je l'ai mentionné un peu au début de l'épisode. Personnellement, je crois quand même être en paix, ou en tout cas de plus en plus, on va pas se mentir, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience, la maturité, sur toute une vie. Mais je pense être relativement au clair avec le fait que la difficulté fait et va faire partie de la vie, de ma vie, certainement pour toute ma vie, même si ça veut pas dire que je vais penser à ça tous les jours et que forcément il faut que je sois toujours en mode « Ouais, la vie est dure, il faut taper dedans, vas-y, bouge-toi le cul », tout ça. Parfois oui, parfois non. Mais malgré tout ça, je trouve, en tout cas, personnellement, qu'il y a une forme de beauté dans la difficulté. Il y a de la gratification dans la difficulté. Il y a de la fierté, il y a de la confiance, il y a de l'estime de soi dans la difficulté, ou derrière la difficulté, bien sûr. Il y a de la curiosité dans la difficulté, il y a de l'épanouissement dans la difficulté. C'est dans la difficulté, ou grâce, après, en conséquence de la difficulté, qu'on peut trouver toutes ces choses. Et ces sentiments sont incroyables. Je pense qu'on est d'accord, ces sentiments sont inestimables. Et ils ne pourraient pas exister sans la difficulté. Il y a des bas dans la difficulté. La difficulté, concrètement, c'est les bas. C'est les downs. Mais les downs sont par définition nécessaires, absolument nécessaires, pour estimer qu'il puisse y avoir autre chose. S'il n'y avait que des downs, on appellerait ça juste, c'est normal, c'est la vie, c'est la base. Bien là, en fait, c'est grâce à ces downs, justement, qu'on peut vivre des hauts. C'est grâce à cette difficulté qu'on peut rebondir à un moment donné pour repartir dans l'autre sens et arriver dans tout ce que la vie a de plus beau à nous offrir. Une vie plate et lisse en émotions, c'est-à-dire une vie sans émotion, sans difficulté du coup, bien sûr, c'est une vie un peu fade, c'est une vie pas entièrement vécue à mon goût, c'est une vie irréaliste, si tu n'es pas, je pense, malade psychologiquement de toute façon, parce qu'on est quand même des êtres humains. Donc tous les êtres humains normalement constitués, ils ressentent certaines émotions, un spectre, positif et négatif. Donc voilà, je n'ai que 33 ans, je me dis que on peut faire mieux quand même, que d'éviter toutes les émotions dans sa vie. Après voilà, il me reste encore une bonne partie de ma vie à vivre, je l'espère, avec son lot de difficultés, son lot de réjouissances aussi. Et j'espère bien d'ailleurs que dans 20 ans, je me retournerai en me disant « Putain, à 33 ans, je ne savais encore rien de la vie, il n'y a pas de doute ». Je ne demande que ça, je ne demande qu'à apprendre, à expérimenter, parce que, selon moi, c'est ce qui définit une vie bien remplie. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pour ça que j'essaie d'expérimenter plus de choses. Et expérimenter, ça demande de vivre les hauts et les bas. Parce que si on se cache, si on fait le minimum, on peut rester un peu amorphe, on peut rester un peu stagnant, voilà, je ne sais pas comment dire. Ça m'intéresse pas, ça m'a pas l'air facile non plus en plus, comme je l'ai dit. Donc voilà, après bien sûr, tout le monde commence pas la vie au même niveau de difficulté, ça c'est important de le préciser. Il y en a qui débutent leur aventure dans un mode un peu plus hardcore que d'autres, et on est tous différents, donc bien sûr on a tous, voilà, comme j'ai dit, certaines préférences, certains choix sont plus durs pour certaines personnes. Et en plus de tout ça, bien entendu, il y a certaines claques que la vie nous met sans qu'on ait rien demandé, sans qu'on puisse rien y faire. C'est juste comme ça et c'est dur. C'est pour toutes ces raisons-là que le message de cet épisode, ce que j'aimerais faire passer, parce que j'ai pas envie que tu repartes de cet épisode en te disant « Putain, ça va vraiment être une journée de merde, ça va vraiment être dur aujourd'hui ». Peut-être, peut-être pas, ça dépend ton emploi du temps, ça dépend aussi comment tu vois la chose, ça dépend comment tu accueilles éventuellement cette difficulté, si on accepte qu'elle est inévitable en tout cas.
Mon encouragement pour cette fin d'épisode, ce serait d'apprendre, d'essayer d'embrasser la difficulté autant que possible, voire même la douleur qui semble inévitable au quotidien, en réalisant qu'elles sont justement probablement inévitables, voire même qu'elles peuvent être souhaitables. Alors là, c'est un peu tordu, on est d'accord, mais quelque part, la douleur et la difficulté sont souhaitables au vu des émotions conséquentes et opposées qu'elles créent en contrepartie, comme l'amour. L'amour, ça n'existe que parce que parfois c'est dur, c'est pour ça que c'est si stylé. La confiance, le courage, la fierté, la gratitude, la joie, la paix, la sérénité. Ça, s'il n'y avait pas de douleur ou de difficulté, comment est-ce qu'on pourrait vivre ça? Comment est-ce qu'on pourrait les reconnaître? Comment est-ce qu'on pourrait les différencier? On ne pourrait pas. Et ces choses, elles sont là, on peut les cultiver, on peut les rechercher, on peut les reconnaître, on peut les observer, ça peut être facile d'oublier que ça existe aussi. Parce que c'est vrai que dans une vie qui manifestement est souvent difficile, dans une culture, dans une société où justement dans le négatif, par exemple, fait vendre, dans les médias, voilà, tu passes beaucoup de temps à regarder, consommer, écouter, lire les médias, c'est plus souvent du négatif. Quand tu consommes beaucoup de médias, ça a plus tendance à démoraliser et à se dire « la vie c'est de la merde, le monde part en couille, qu'est-ce qui se passe ?» plutôt que l'inverse, de te dire « ouh, je ne suis qu'amour et joie ». On peut quand même essayer de cultiver un peu les pensées et les influences positives et négatives, on est bien d'accord. Je pense que la vie est dure, que la vie elle est censée l'être, qu'elle le sera toujours, mais c'est pas parce que la vie est dure qu'on peut pas apprécier en parallèle tout ce qu'elle a de plus beau à offrir. Et ça c'est super important. La vie est dure, oui, mais la vie est belle, et je sais que t'es d'accord. C'est difficile, j'espère, parce que ça reste aussi une façon de voir les choses, je pense en être conscient, mais la vie est très souvent belle au quotidien quand on lui laisse la chance de se manifester, quand on la regarde, quand on y prête attention en fait. Quand on regarde les merveilles de la nature par exemple, comme la forme des nuages dans le ciel, le chant des oiseaux, le bruit d'un ruisseau, la joie de vivre d'un chien qui est super content d'aller se promener, que tu vois dans la rue, la palette de couleurs que tu peux regarder dans le ciel pendant un coucher de soleil, l'éphémérité d'un papillon. Là, on part dans la poésie. La poésie, c'est beau. Et on peut regarder aussi les merveilles de la nature humaine, bien sûr, comme l'amour d'une mère pour son enfant, comme la fraternité au sein d'une équipe de sport, comme l'étincelle dans les yeux de deux amoureux, comme la flamme qui brûle au fond d'un artiste, comme le geste d'un inconnu qui aide son prochain, comme le sentiment, tu sais, ce sentiment j'espère que tu sais, ce sentiment de légèreté incroyable, de petits papillons dans le ventre quand tu rentres d'un premier rendez-vous romantique dans lequel t'as senti que la connexion était présente, comme le sentiment d'abandon, de vulnérabilité, de fusion lors d'une étreinte charnelle, bref, comme le sentiment de l'amour, de l'amitié, de la créativité, et d'autres encore. Cette beauté est présente, cette beauté est omniprésente autour de nous. La difficulté apparemment est inévitable, la douleur aussi, mais la beauté, elle est présente partout. Si on la regarde aussi, elle se manifestera plus facilement quand on la recherche, quand on essaye d'y prêter attention, quand on garde une partie de notre attention pour déceler toutes ces choses positives autour de nous, toutes ces choses qui donnent à la vie la peine d'être vécue, notamment. Toutes ces choses, elles sont là, tous les jours, et elles brillent d'autant plus parce qu'elles sont entourées de la dureté de la vie, concrètement. Cet épisode, c'est aussi, du coup, ce moment, c'est aussi une opportunité, j'imagine, pour moi, de t'envoyer de la force. Si tu es dans une passe particulièrement difficile de ta vie, ça nous arrive à tous tôt ou tard. Comme j'ai donné pas mal d'exemples dans cet épisode, je pense que c'est souhaitable, en fait, tristement peut-être, mais réalistement souhaitable qu'on passe dans des passes difficiles de notre vie. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on ne vit pas, ou qu'on ne vit très peu longtemps. Bref, on a chacun nos raisons, il y a vraiment aucun intérêt non plus à comparer la douleur. Le but, c'est pas de dire qui c'est qui souffle le plus, parce que ça, on arrive dans des concours de « c'est moi qui souffle le plus », je pense que ça ne fait pas avancer grand monde. Par contre, on peut s'entraider. Ça reste une possibilité. Ne serait-ce qu'en prenant conscience que c'est normal que ça soit dur des fois, qu'on n'est pas seul quand c'est dur, parce qu'on a souvent l'impression qu'on porte la misère unique du monde, que personne ne nous comprend.
Il y a beaucoup de gens qui nous comprennent et c'est pas toujours évident de s'en rendre compte ou de réussir de s'entourer de ces personnes. Donc je t'encourage fortement, si tu trouves que la vie est extrêmement dure en ce moment, de le partager avec quelqu'un dans ton entourage, autour de toi, même un professionnel, pourquoi pas, qui peut t'écouter, parce que ne serait-ce qu'être écouté, c'est un besoin fondamental, d'avoir l'impression. Être écouté, se sentir écouté, c'est comme se sentir aimé. Se sentir aimé, c'est un besoin fondamental qu'on a en tant qu'être humain, sans lequel la vie perd quand même une sacrée dimension. Donc, je t'encourage énormément, si jamais ça t'arrive. On n'a pas les mêmes vies, toi et moi, personne n'a les mêmes vies, aucune des personnes qui écoutent ce podcast n'a la même vie, mais mine de rien, on est tous ensemble, quelque part. Donc, ça vaut ce que ça vaut, mais je t'encourage sincèrement où que tu en es. Et enfin, dernier message de cet épisode avec lequel je souhaite partir, ou je te souhaite de partir, c'est peut-être le plus important, je sais pas. Comme on l'a dit, parfois c'est dur, on n'y peut rien, mais il n'empêche que dans tout le reste des cas, on peut très souvent choisir notre difficulté. Comme dans la quasi-totalité des exemples que j'ai mentionnés dans cet épisode. Entretenir sa relation, c'est dur. Vivre une rupture, c'est dur. Les deux choix sont difficiles, mais on a quand même une influence, on a quand même un pouvoir sur dans quelle direction est-ce que je vais me diriger ? Quelle est la difficulté que je vais décider de choisir ? Parce que je suis obligé d'en choisir une. Apparemment, si je ne choisis pas, elle va me tomber dessus. Peut-être que je peux essayer d'être proactif à ce niveau-là. On peut influencer par nos décisions et nos actions la trajectoire que va prendre notre vie, j'en suis persuadé. Même dans une dimension spirituelle ou quoi, personnellement, spirituellement, j'aime penser que je peux façonner une partie de ma trajectoire et de ce que je vais devenir. Et pour moi, c'est très important pour pouvoir plus facilement choisir mes sources de douleur et me conforter dans le fait qu'elles sont nécessaires. Tu vois, spirituellement, il y a toute une dimension spirituelle à la douleur omniprésente dans la vie. Là, je laisserai le soin à chacun d'appliquer ses croyances à tout ça, bien entendu. Mais j'aime penser du coup qu'avec nos actions, on peut influencer vers quelle partie du spectre, pour tel ou tel domaine de la vie, on va se diriger. Et chaque partie du spectre demandera irrémédiablement son propre lot de difficultés en conséquence. La vie est irrémédiablement dure, mais il te reste l'option de choisir soigneusement ta difficulté quand tu le peux. C'est l'un des plus grands pouvoirs, à mon avis, qui nous reste face à toute cette douleur inévitable. On peut quand même essayer de choisir. Tu pourras me dire, ce n'est qu'une petite contrepartie positive face à tout cela. Écoute, on prend ce qu'il y a. Je réalise que cet épisode était quand même assez... j'espère que cet épisode n'était pas lourd. Lourd d'un point de vue, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, tu comprends ? J'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais je me suis fait cette réflexion, je la trouvais intéressante à réaliser, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on connaît peut-être un peu plus les mots qui nous attaquent, quand on les comprend un tout petit peu plus, on peut peut-être mieux les apprivoiser et les voir et les percevoir. Et je suis assez persuadé que notre perception des événements influence beaucoup notre expérience des événements, notamment la difficulté, le stress. Le stress, ça peut être positif, ça peut être négatif. Il y a différentes formes de stress. Et ça a même été... pour ceux qui adorent les études, ça a même été démontré scientifiquement que d'expérimenter positivement un stress, ça améliore la performance, par exemple, derrière, à l'opposé d'expérimenter ça négativement. Enfin bon, j'espère que cet épisode t'aura plu. C'était la réflexion de la semaine, sur laquelle j'ai élaboré un petit peu. N'hésite pas à me laisser un feedback, un commentaire, si tu le souhaites. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça n'a pas plombé l'ambiance. Je te souhaite une magnifique journée. Je te souhaite de regarder autour de toi, de remarquer toute la beauté qui entoure toutes les choses inévitables de la vie. Et je m'en vais faire de même. Voilà. Merci encore pour ton temps et ton attention. Rendez-vous sur ericflag.com pour tes programmes et tes équipements sportifs. Code EricFlag sur MyProtein pour tes compléments alimentaires. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne sais pas, je t'avoue, j'ai pas mal de travail en ce moment. En attendant, travaille bien, prends soin de toi.